Voici donc la partie 2 concernant la correction du test d'évaluation. Donc ça, c'est le sujet 1. Pour le sujet 2, vous trouverez la correction en PDF dans la même rubrique sur Moodle. Alors, nous en étions arrivés aux fonctions paires et impaires. Donc, j'ai vu sur vos questionnaires de mathématiques que ce sont deux notions que vous n'avez pas étudiées apparemment. Donc, je vais faire un rappel ou une définition. Alors, donc ici, définition d'une fonction. Qu'est-ce qu'une fonction paire? Alors, f est une fonction paire sur son ensemble de définitions que l'on note grand D indice f lorsque pour tout x dans df, f de moins x est égal à f de x. Alors, par exemple, on va choisir la fonction f de x égale x au carré. Donc f de x égale x carré. Son ensemble de définition, c'est R tout entier. Je rappelle que l'ensemble de définition d'une fonction, c'est l'ensemble des valeurs de x pour lesquelles on peut calculer f de x. X carré, on peut le calculer pour n'importe quelle valeur de x. Voilà pourquoi l'ensemble de définition, c'est R. Donc maintenant, on va simplifier, déterminer f de moins x. Donc on remplace dans l'expression x par moins x, et vous savez que ça donne x au carré, donc on retrouve l'expression de f. Donc, d'après la définition précédente, f est paire sur son ensemble de définitions. Qu'est-ce qui va se passer graphiquement? Eh bien, je pense que vous connaissez la représentation graphique de la fonction x au carré. Il s'agit d'une parabole. La représentation graphique va donner la courbe suivante. Voilà, d'accord. Et en fait, si vous prenez n'importe quel nombre x en abscisse, vous allez obtenir moins x, le symétrique, par rapport à 0. Et les points qui se trouvent sur la courbe et qui ont pour abscisse x et moins x, respectivement, vont avoir la même image. C'est exactement ce que l'on vient de démontrer par le calcul. F de moins x égale à f de x. Si on regarde ces deux points, M et M', on constate qu'ils sont symétriques par rapport à l'axe OY, par rapport à l'axe des ordonnées. Autrement dit, ils sont équidistants de la droite OY. Eh bien, si vous regardez bien, tous les points de la courbe y égale x carré, d'équation y égale x carré, sont symétriques par rapport à OY. Donc, la courbe représentant f est symétrique par rapport à OY. Et il en est de même pour toute fonction paire. Toute fonction paire a sa courbe symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Donc ça, cette notation, c'est par rapport à. Ça signifie par rapport à. Alors, ça, c'est un premier exemple. Deuxième exemple, je vais prendre la fonction f de x qui est égale à 1 sur x au carré. L'ensemble de définition de 1 sur x au carré, attention, il y a une opération interdite, on ne peut pas diviser par 0. Donc x doit être différent de 0. Donc l'ensemble de définition, c'est R étoile, c'est R privé de 0. C'est la même chose que R privé du singleton 0. On calcule f de moins x, ça donne 1 sur moins x le tout au carré, ce qui donne 1 sur x carré. On retrouve la fonction f de x. Si on trace la représentation graphique de cette fonction 1 sur x au carré, oulala, j'ai un peu du mal, eh bien, on va obtenir la courbe approximative suivante. Voilà.
Donc, elle va être symétrique par rapport à l'axe OY. D'accord? Donc là, voilà. D'accord? Donc ici, on a une asymptote. Hein, vous reconnaissez une asymptote horizontale en moins l'infini et en plus l'infini, et une asymptote verticale en 0. Alors en fait, je peux généraliser ici. Toutes les fonctions à puissance paire sont paires. Donc, x puissance 2k est une fonction paire sur son ensemble de définitions. Vous remarquez aussi que l'ensemble de définitions d'une fonction paire est toujours centré en 0. Par exemple, R, l'ensemble de définitions, R tout entier, est centré en 0. Si x appartient à R, l'opposé de x appartient aussi à R. De même ici, dans ce deuxième exemple, 1 sur x carré, l'ensemble de définitions c'est R étoile, donc c'est R privé de 0. Donc ça veut dire effectivement, hein, là aussi, même chose, hein, si x est dans R étoile, l'opposé de x est aussi dans R étoile. Donc une fonction paire est forcément définie, puisqu'il y a une symétrie par rapport à l'axe des ordonnées, est forcément définie sur un ensemble de définitions qui va être centré en 0. Donc des exemples d'intervalles centrés en 0, vous allez avoir moins 4, 4, c'est un intervalle centré en 0, d'accord? Moins l'infini plus l'infini, donc R. Ça veut dire que si vous étudiez une fonction dont l'ensemble de définitions n'est pas centré en 0, inutile d'étudier sa parité, inutile de chercher si la fonction est paire ou impaire. Alors, un dernier exemple, on va prendre la fonction f de x qui est égale à x puissance 4 plus 1. Voilà, donc son ensemble de définitions, c'est R. On calcule, on détermine f de moins x, c'est moins x à la puissance 4 plus 1, donc ça fait x puissance 4 plus 1. Et ça fait f de x. On retrouve f de x, donc f est paire. Là encore, un exemple de fonction paire sur son ensemble de définitions. Voilà. Alors, à quoi ça sert de savoir si une fonction est paire ou impaire, comme on va le voir par la suite? Eh bien, ça va nous faciliter l'étude d'une fonction, puisque au lieu de s'embêter à l'étudier sur tout son ensemble de définitions, on va uniquement l'étudier sur la moitié. Alors, tant qu'à faire ici, pour le premier exemple, on va l'étudier sur R+, et pour le deuxième exemple, on va l'étudier sur R+ étoile. Et après, on n'aura plus qu'à compléter, une fois qu'on aura fait l'étude sur l'intervalle R+, par exemple, ici, dans le premier exemple, on n'aura plus qu'à compléter la représentation graphique par symétrie par rapport à OY. Donc ça, c'est une première utilisation de la parité d'une fonction. Une deuxième utilisation, c'est en calcul intégral. Ça, on le verra au semestre 2 ou même avant, je vous en parlerai certainement avant. Donc voilà. Alors maintenant, qu'est-ce que c'est qu'une fonction impaire? Une fonction impaire, on va avoir pratiquement la même définition. Ce qui va changer, c'est ici, à ce niveau-là. À ce niveau-là, on va avoir f de moins x égale à moins f de x. D'accord? Donc une fonction est impaire lorsque f de moins x est égal à moins f de x. Que va-t-il se passer au niveau de la représentation graphique? Eh bien, c'est ce que nous allons voir sur des exemples. Alors, par exemple, d'accord, donc je rappelle la définition quand même. Donc, f est impair sur df, un ensemble de R qui est centré en 0, lorsque f de moins x est égal à moins f de x. Donc, exemple, eh bien, f de x égale à x cube. Son ensemble de définition, c'est R tout entier, puisqu'on peut calculer la puissance 3 de n'importe quel nombre réel. Je détermine f de moins x, j'obtiens moins x le tout à la puissance 3.
Et ça donne moins x cube. Puisque c'est moins 1 à la puissance 3 fois x au cube. Ou si vous voulez, c'est moins x fois moins x fois moins x, donc il y a un moins. Et donc, on obtient l'opposé de f de x. Donc, f est impair. Que va-t-il se passer graphiquement? Eh bien, graphiquement, voici la représentation graphique de la fonction x au cube. Voilà l'allure de la courbe. Bon, j'ai un petit peu... Ouais, ça passe par 0. Elle passe par 0, il y a une tangente horizontale ici à l'origine. Hein. C'est pour ça que j'ai aplati un peu. Voilà. Et donc, en fait, si vous voulez, si je prends par exemple un x ici, j'ai l'opposé de ce côté-là, et vous voyez que les images sont opposées. Là, j'ai f de moins x, c'est l'opposé de f de x. Si on regarde bien ces deux points que je viens de tracer ici, de façon approximative, j'ai les points M' et M, voilà, et en fait, ces deux points, ils sont symétriques par rapport à l'origine du repère, équidistants par rapport à O. Donc, la représentation graphique d'une fonction impaire, elle est symétrique, cette fois-ci, par rapport à O, l'origine du repère. D'accord? Donc, on peut étudier maintenant le deuxième exemple. J'ai f de x qui est égal à 1 sur x au cube. Son ensemble de définition, c'est R étoile. Je calcule f de moins x. J'obtiens 1 sur moins x le tout au cube, ce qui fait moins 1 sur x au cube, ce qui donne l'opposé de f de x. Donc, f est impair. Si je trace la représentation graphique de cette fonction, voilà ce que j'obtiens. Hop. Voilà. Donc, si je prends par exemple un x ici, l'opposé ici, d'accord? Voilà. L'image de f de moins x est-elle aussi opposée à l'image de x? Voilà. Donc, là encore, ces deux points sont symétriques par rapport à l'origine du repère. Donc, la courbe représentant f est symétrique par rapport à l'origine du repère. Un dernier exemple. Je vais prendre la fonction f de x qui est égale à x cube plus 1. L'ensemble de définition, c'est R. Je détermine f de moins x. Ça donne moins x le tout au cube plus 1, ce qui donne moins x au cube plus 1. Et là, ben c'est ni l'opposé de f de x. L'opposé de f de x, ça serait moins x cube moins 1. D'accord? Donc, ce n'est pas l'opposé de f de x et ce n'est pas non plus f de x. Donc, cette fonction, elle est ni paire ni impaire. Donc, en fait, pour le montrer, ça, c'est un travail au brouillon que nous venons de faire. D'accord? On vient de se dire, bah, en fait, ça va ni être f de x ni moins f de x. Donc, pour rédiger, pour justifier le fait que cette fonction est ni paire ni impaire, on prend ce qu'on appelle un contre-exemple. D'accord? Un contre-exemple. Donc, un contre-exemple, ça veut dire qu'on va calculer, par exemple, f de moins 1. F de moins 1, ça fait moins 1 au cube, donc ça fait moins 1 plus 1, ça fait 0. On calcule f de 1 qui fait 2. Donc, on voit que f de moins 1 et f de 1 ne sont ni égaux ni opposés. Donc, f est ni paire ni impair. Voilà comment on justifie qu'une fonction est ni paire ni impaire en prenant un contre-exemple.
Alors qu'on justifie qu'une fonction est impaire en montrant que pour tout x, f de moins x égale à moins f de x. Alors c'est vrai que tout à l'heure je ne l'ai pas précisé. Quand je ne le précise pas, ça veut dire que c'est pour toutes les valeurs de l'ensemble de définition. D'accord? Donc ici, ça veut dire, ce grand A renversé, ça veut dire pour tout ou quel que soit. Voilà. Je fais un récapitulatif de tout ce que nous venons de voir. Donc une fonction f définie sur D, un sous-ensemble de R centré en 0. Donc l'intervalle moins 1, 1, l'intervalle moins 2, 2. L'intervalle moins l'infini 2, union, moins l'infini moins 2, je voulais dire, ouvert par exemple, union, l'intervalle ouvert 2 plus l'infini. C'est un intervalle centré en 0. Et dite paire lorsque f de moins x est égal à f de x. D'accord? À ce moment-là, la courbe représentant f est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Et une application, eh bien, on peut alors étudier f sur la moitié de son ensemble de définition, c'est-à-dire sur l'intersection de D et de R+, tant qu'à faire. Hein, on ne va pas étudier sur les ensembles de nombres négatifs. Donc ici, vous avez une interprétation graphique. Donc voilà, vous avez les deux points, M et M'. Et donc, ils sont symétriques par rapport à OY. D'accord? Voilà. Et donc, au lieu de l'étudier sur tout son ensemble de définitions, on va l'étudier uniquement sur son intersection avec R+. Une fonction définie sur un intervalle ou un sous-ensemble centré en 0 est dite impaire lorsque, pour tout x dans D, f de moins x égale à moins f de x. Donc, la représentation graphique est alors cette fois-ci symétrique par rapport à l'origine du repère, comme vous pouvez le visualiser sur le schéma. Et on étudie, là encore, au lieu de s'embêter à étudier la fonction sur tout l'ensemble de définitions, on l'étudie uniquement sur la moitié, c'est-à-dire sur son intersection avec R+, R+ étant l'ensemble des nombres positifs. Voilà. Donc après, en calcul intégral, on verra que l'intégrale d'une fonction paire sur un intervalle centré en 0, c'est 2 fois l'intégrale de 0 à A. Et l'intervalle d'une fonction impaire sur un intervalle centré en 0, c'est 0. Voilà, bon, ne vous inquiétez pas, ça on le reverra. C'était juste pour aller un peu en avant. Alors oui, donc je réponds du coup, j'ai déjà répondu aux questions qui sont posées dans le test. Donc fonction paire, par exemple x carré et 1 sur x carré, x cube et 1 sur x cube. Alors on verra aussi les fonctions trigonométriques. Il y en a qui ont mis cos x pour une fonction paire ou sinus x pour une fonction paire, impaire. Voilà. Alors maintenant, qu'est-ce que c'est qu'une fonction périodique? Une fonction périodique, c'est une fonction qui graphiquement va être représentée par un motif qui va se répéter de façon périodique. Donc la période, on la note en général grand T, c'est un nombre qui est positif, c'est la plus petite valeur possible, telle qu'on puisse écrire f de x plus grand T égale à f de x. Donc vous avez ici un exemple, vous avez une représentation graphique, vous voyez que le motif que j'essaie de tracer ici, voilà, ce motif, d'accord, il se répète sur tous les intervalles de même longueur grand T. Voilà. Et donc, si je prends un petit x ici, par exemple, alors attendez, je vais essayer de faire bien les choses. Donc là, j'ai petit x, j'ajoute grand T, donc je vais arriver à peu près à ce niveau-là. Donc voilà, x plus grand T. Et vous voyez que l'ordonnée de ces deux points qui se trouvent sur les courbes, sur la courbe représentant f, l'ordonnée est la même. Voilà, f de x. Donc, par exemple, la fonction cosinus. Cosinus x plus 2pi, c'est égal à cosinus x pour tout x. Donc, la période de cosinus, c'est 2pi. Attention, ce n'est pas 4pi.
Cosinus x plus 4pi va aussi être égal à cos x. Mais il est bien écrit dans la définition que grand T, la période, c'est le plus petit nombre possible tel qu'on puisse écrire cette égalité ici. J'ai aussi par exemple la fonction sinus, sinus x. Sinus, elle est 2pi périodique parce que sinus x plus 2pi est égal à sinus x. Et la tangente, eh bien la tangente, elle va être pi périodique car tangente de x plus pi est égale à tangente x. Si on regarde sur le cercle trigonométrique, je trace la droite des tangentes ici. Je prends un angle, x. L'intersection du rayon avec la droite, c'est tangente x. D'accord ? La valeur dans le repère, hein, l'ordonnée de ce point dans le repère. Voilà. Donc là, je trace x plus 2pi. X plus pi, pardon. L'angle x plus pi a la même tangente. Donc tangente x plus pi est égal à tangente x. Voilà, on le reverra. Hein. Là, c'est un petit peu brouillon, hein, tout ce que je viens de vous dessiner, mais on le reverra. Voilà, donc déjà sur votre polycopier, hein, dans le chapitre 1, vous avez la représentation graphique des fonctions cosinus x et sinus x. Donc là, ici, on peut écrire cosinus x et sinus x. Et si vous regardez bien, vous avez un motif ici. D'accord ? Et ce motif, il se répète sur tous les intervalles de longueur de pi. Alors maintenant, passons au calcul de limite. Quelle est la limite quand x tend vers moins l'infini de x au cube ? Alors, ça va donner moins l'infini. Alors, pour ceux qui n'ont jamais étudié les limites, je pense au bac professionnel, en fait, x tend vers moins l'infini, c'est comme si vous aviez, par exemple, x, on va remplacer par des valeurs pour faire simple, x égale à moins 10 000. Allez, moins 10 puissance 4, d'accord ? Si on calcule x au cube, ça va faire moins 10 puissance 4 au cube, d'accord ? Donc, ça va faire moins 10 puissance 12. Et donc, vous voyez que c'est un tout petit nombre minuscule dans les négatifs. Et ça, c'est moins l'infini. D'accord ? Voilà. 1 sur x carré. Je vais faire pareil. Donc, ça, c'est plus l'infini. Donc, pour les bacs professionnels, donc, si je prends x égale, cette fois-ci, 0,0001, d'accord, ce qui fait 10 puissance moins 4, je calcule x carré, ça fait donc 10 puissance moins 4 à la puissance 2, ça fait 10 puissance moins 8, et l'inverse, ça donne, l'inverse de 10 puissance moins 8, c'est 10 puissance 8, donc ça donne un très très grand nombre positif. Donc, ce qui va donner ici plus l'infini. Alors, quand x tend vers plus l'infini, x sur 1 plus 2x, eh bien là, au numérateur, on dit que ça tend vers plus l'infini, et au dénominateur, vers plus l'infini. Donc, il s'agit d'une forme indéterminée. Et pour ceux qui ont bien étudié les formes indéterminées, vous savez qu'à ce moment-là, on va prendre au numérateur et au dénominateur le terme de plus haut degré, puisqu'on a deux polynômes. Ou alors, on va factoriser au numérateur et au dénominateur par le terme de plus haut degré. Donc ici, au numérateur, c'est vite vu, on n'a que x, donc on va garder x. Et au dénominateur, on va factoriser par 2x. Donc on va obtenir 1 sur 2x plus 1. On simplifie la fraction par x, donc ça donne 1 sur 2 facteur 2, 1 sur 2x plus 1. Et maintenant, que se passe-t-il quand x tend vers plus l'infini? Eh bien, 1 sur 2x va tendre vers 0. Il va nous rester donc 0 plus 1 dans la parenthèse. Et la limite, ça va donc être 1 demi. Donc, résultat, la limite quand x tend vers plus l'infini de x sur 1 plus 2x, c'est donc égal à 1 demi. Voilà pour les limites. Donc, pour ceux qui n'ont pas compris ce que je viens de raconter là, on reprendra les limites incessamment sous peu dans le chapitre 2, en fait, puisqu'on en aura besoin
pour décomposer une fraction en somme d'éléments simples. Alors maintenant, un rappel sur les dérivés. Donc là, ici, c'est u'V moins uv' sur v carré. Attention, parce qu'il y en a qui ont écrit uv' moins u'v. D'accord? Donc c'est u'V moins uv' sur v carré. Ensuite, étude d'une fonction. Quel est l'ensemble de définitions? Bien, ici, on n'a pas d'opération interdite. Les opérations interdites, c'est quoi? C'est diviser par 0, la racine carrée d'un nombre négatif, le logarithme d'un nombre négatif ou nul. Donc ici, pas d'opération interdite. Donc l'ensemble de définitions, c'est R tout entier. La dérivée de f. Donc ici, on va utiliser la formule de la dérivée d'un produit. C'est u'V plus uv'. La dérivée d'exponentielle x, c'est exponentielle x. Donc on obtient que f' de x est égal à u'V plus uv'. Ensuite, comme on sait qu'après, dans la question 3, on nous demande d'étudier le signe de la dérivée de f, on va réécrire cette expression en factorisant par exponentielle x. Donc on va avoir ici, on voit bien que exponentielle x est facteur commun, hein, 5x plus 2 plus 5. Et on simplifie à nouveau, ce qui donne exponentielle x facteur de 5x plus 7. Étudier le signe de la dérivée de f. Donc il s'agit d'un produit de fonctions. La fonction exponentielle x est positive, strictement, pour tout x. Donc, il ne nous reste plus qu'à étudier le signe de 5x plus 7. Autrement dit, le signe de f' de x est le signe de l'expression 5x plus 7. Donc f' de x est positif ou nul si et seulement si 5x plus 7 est positif ou nul. Et on résout cette inéquation. Donc, on soustrait aux deux membres de cette inéquation 7. On ne change donc pas le sens de l'inégalité. On divise par x qui est un nombre positif, donc on ne change pas le sens de l'inégalité. Voilà, donc on sait que f' de x est positif ou nul si et seulement si x est supérieur ou égal à moins 7/5. Donc si on veut construire un petit tableau de signes, on va avoir ici moins 7/5 dans la ligne des x, et ici le signe, donc la fonction dérivée s'annule en moins 7/5. Elle est positive quand x est supérieur à moins 7/5 et négative sinon. Ce qui donne le tableau de variation suivant. Donc on obtient, voilà, moins 7/5, je vous rappelle, qui annule la dérivée. On va mettre ici moins l'infini plus l'infini. Donc première ligne, c'est le signe de la dérivée, le signe des nombres f' de x. Voilà. Et deuxième ligne, c'est le sens de variation de la fonction f. Donc, vu que la dérivée est négative, elle est décroissante sur moins l'infini moins 7/5. Et vu que la dérivée est positive, elle est croissante sur moins 7/5 plus l'infini. Ensuite, il nous faut calculer les limites. Je vous rappelle que la fonction, c'est exponentielle x facteur de 5x plus 2. Donc, la limite, quand x tend vers moins l'infini, eh bien, on sait que la fonction exponentielle x en moins l'infini, je vous rappelle sa représentation graphique. Donc, sa représentation graphique, la voici. Donc, en moins l'infini, exponentielle x tend vers 0. Et ici, on multiplie par 5x plus 2 qui va tendre vers moins l'infini. Donc, il s'agit d'une forme indéterminée, je mets entre guillemets ici, de la forme 0 fois moins l'infini, forme indéterminée. D'accord? Pour lever l'indéterminé, on va utiliser les croissances comparées. On sait que l'exponentielle x l'emporte sur tout polynôme. Donc, la limite de f de x va être égale à la limite de exponentielle x quand x tend vers moins l'infini. Donc, ça va donner 0. Voilà. Donc, ceux pour qui c'est pas clair tout ça,
On le reverra dans le chapitre 3 sur les fonctions, au semestre 2, début du semestre 2. Donc ici, on va mettre 0. La limite en plus l'infini, eh bien là, pas de forme indéterminée. L'exponentielle tend vers plus l'infini, le polynôme aussi. Donc l'infini plus l'infini fois plus l'infini, ça fait plus l'infini. Et puis ensuite, on n'a plus qu'à calculer ici la valeur f de moins 7 cinquièmes, ce qui donne exponentielle moins 7 cinquièmes, facteur 2, moins 7 plus 2, ce qui fait moins 5 exponentielle moins 7 cinquièmes. Donc ici, voilà. Alors maintenant, question 5. Précisez les droites particulières facilitant le tracé de f. Donc les tangentes, les asymptotes, etc. Donc déjà les tangentes ici, la dérivée de f s'annule en moins 7 cinquièmes. Donc on sait qu'en moins 7 cinquièmes, la courbe admet une tangente horizontale. D'accord? Donc CF, la courbe représentant f, admet une tangente horizontale en moins 7 cinquièmes. Voilà. Ensuite, ici, on voit que quand x tend vers moins l'infini, f de x tend vers 0. Donc, qu'est-ce qui va se passer graphiquement? Eh bien, en fait, quand x va tendre vers moins l'infini, d'accord, y va tendre vers 0. Donc, la courbe, elle va s'aplatir indéfiniment, d'accord, va s'approcher indéfiniment de l'axe des abscisses sans jamais la toucher. Donc, c'est ce qu'on appelle une asymptote. Donc, la droite ici, cette droite, c'est une asymptote. L'équation, c'est y égale 0. Donc, CF admet une asymptote horizontale en moins l'infini. On peut préciser l'équation, donc d'équation y égale 0. Voilà pour les droites particulières de cette courbe. Alors, maintenant, les fonctions logarithmes et exponentielles. Donc ici, la fonction logarithme népérien. Vous regardez dans la section 12 de la page révision de maths pour le G2I sur Moodle, quelques rappels sur cette fonction. La fonction exponentielle, c'est R tout entier. La représentation graphique du logarithme népérien, la voici, mais ça vous le trouvez hein, sur le sur le site, sur la page remise à niveau, hein, d'accord? Voilà, donc ça c'est logarithme népérien, donc il n'est pas défini sur R-, d'accord? Et l'exponentielle, je vous l'ai dessiné tout à l'heure. Ensuite, ln de 1, ln de 1, vous le voyez ici, donc ça c'est y égale ln de x. Hein. Donc ln de 1, ça fait 0. Bon. Hein, donc vous verrez un tracé beaucoup plus joli hein, sur le site, sur la page de révision de maths pour le G2I. Ensuite, exponentielle de 2 ln de 5. Alors, formule à connaître. Alpha fois ln de a, c'est égal à ln de a puissance alpha, où a est strictement positif. Donc ici, on va écrire dans un premier temps qu'il s'agit de exponentielle ln de 5 au carré, donc ln de 25. Et deuxième formule, quand on compose les fonctions exponentielles et logarithmes ensemble, ce sont des fonctions réciproques l'une de l'autre, on obtient l'identité, c'est-à-dire x ici, sur R plus étoile, c'est-à-dire sur l'intervalle ouvert, 0 plus l'infini. Donc ici, ça va nous donner 25. Voilà. Alors ensuite, comment simplifier grand C? Alors ici, on va écrire que 8, c'est 2 au cube. D'accord? Alors pourquoi on l'écrit comme ça? Parce qu'en dessous, on a ln de 2. Ensuite, on va appliquer la première formule. Donc ça donne 3 ln de 2 divisé par ln de 2, ce qui donne 3. Attention, il y en a certains qui ont confondu avec la formule ln de a sur b,
qui est égal à ln de A moins ln de B. Ici, on n'a pas ln de A sur B, on a ln de A sur ln de B. Donc, on ne peut pas appliquer de formule. Donc, la seule solution, c'était d'utiliser cette première formule ici. Alors ensuite, exponentielle de 2x fois exponentielle de 3x. Donc, c'est la formule exponentielle de A fois exponentielle de B qui est égale à exponentielle de A plus B. Donc, vous reconnaissez la formule sur les puissances. C'est ce que je vous avais dit lorsque nous avons passé en revue les formules sur les puissances. Eh bien, ce sont les mêmes que celles utilisées pour les exponentielles. Donc, ça fait exponentielle 5x. Ici, pareil, exponentielle de A sur exponentielle de B, ce sont les mêmes formules que pour les puissances. Ça donne exponentielle de A moins B. Donc ici, ça va donner exponentielle de 2x moins 3x, c'est-à-dire exponentielle de moins x. Ici, là encore, exponentielle de n, le tout à la puissance p, c'est égal à exponentielle de n fois p. Donc ça donne ici exponentielle de 2 fois 4x, 2x fois 4, comme vous voulez, donc exponentielle de 8x. Ensuite, la limite quand x tend vers 0 plus de ln de x, ben vous regardez ici, quand x tend vers 0 plus, y tend vers moins l'infini. Donc ça donne moins l'infini. La limite de exponentielle x en moins l'infini, eh bien on l'a vu précédemment, la représentation graphique d'exponentielle x, la voici. Voilà, donc quand x tend vers moins l'infini, y tend vers 0. Donc, ça donne 0. Résolvez les équations suivantes. Donc ici, on va appliquer d'abord une formule sur les logarithmes, parce qu'on a ln de x d'un côté et on a une somme de ln de l'autre. Donc, on ne peut pas faire grand-chose sans utiliser cette formule. Ln de A plus ln de B, c'est ln de A fois B. Donc ici, on va obtenir que ln de x est égal à ln de 2 fois 3, c'est-à-dire ln de 6. Et maintenant, nous n'avons plus qu'à en déduire x qui est égal à 6. Si on regarde sur la représentation graphique du logarithme, d'accord? Donc voilà, ici vous avez 1. Et donc, ln de x égale à ln de 6 quand x égale 6. Voilà, on a une seule possibilité ici, une seule solution à cette équation. Exponentielle x égale à 2, si et seulement si, eh bien là, on va appliquer la formule qui est ici. Alors attendez, elle est là. D'accord? On va appliquer cette formule. Alors oui, celle-là ou l'autre, enfin il y a plusieurs façons de faire. Hein. On peut aussi ici... Alors, attendez, je vais être obligée de mettre sur pause parce que... Voilà, donc je reprends. On applique la formule réciproque, c'est-à-dire, eh bien, tout à l'heure, on avait exponentielle ln de x égale à x. Ici, on va utiliser plutôt la formule ln de exponentielle x égale à x pour tout x réel. D'accord ? Donc, on va obtenir ln de exponentielle x égale à ln de 2. On applique la fonction logarithme aux deux membres de cette égalité. Donc, on verra par la suite que les fonctions sont bijectives. Et donc, on va obtenir une seule solution. Ln de exponentielle x, c'est x, qui est égal à ln de 2. Voilà. Passons à la suite. Donc, des inéquations, cette fois-ci. Ln de x est supérieur ou égal à 0. Si et seulement si, eh bien ici, on peut, là encore, le visualiser sur la représentation graphique du logarithme. Voici la fonction ln de x. Voilà. Donc, ln de x est positif 2 sur cette partie-là de la courbe. D'accord? Donc, quand x est supérieur ou égal à 1. Voilà. Après, on peut aussi le résoudre autrement. On peut appliquer la fonction exponentielle aux deux membres de cette inégalité. Et comme la fonction exponentielle est croissante, on ne change pas le sens de l'inéquation. Voilà.
D'accord? Donc, on peut aussi appliquer la fonction exponentielle aux deux membres de l'équation. Et comme elle est croissante, cette fonction exponentielle, on ne change pas le sens de l'inéquation. D'accord? Exponentielle, si je vous montre, si ce n'est pas très clair tout ça, voilà la fonction exponentielle. D'accord? Et donc, quand vous avez A inférieur à B, eh bien, exponentielle A est inférieure à exponentielle B. Voilà, parce que la fonction exponentielle est croissante. Donc, on ne change pas le sens de l'inéquation, de l'inégalité, quand on applique la fonction exponentielle ici, aux deux membres, parce qu'elle est croissante. Alors, exponentielle moins x inférieur ou égal à 1. Donc ici, eh ben, pareil, on va appliquer la fonction logarithme cette fois-ci. Donc la fonction logarithme, elle est croissante. D'accord? Donc on ne change pas le sens de l'inéquation. ln de 1, ça fait 0. Donc on obtient moins x inférieur ou égal à 0. On multiplie les deux membres de cette inéquation par moins 1. Donc on va changer le sens. Et voilà, on obtient x positif ou nul. Alors au niveau de la rédaction, pour les ensembles de solutions, ici on va mettre que grand S, c'est égal à, alors soit on écrit R+, soit on écrit l'intervalle 0 plus l'infini fermé en 0. Et ici, on va écrire que grand S est égal à l'intervalle 1 plus l'infini. Voilà. Précédemment, on écrivait ici que grand S, c'est le singleton 6, donc ce sont des accolades ici qu'on écrit, et ici, ln de 2. Voilà. Donc on va s'arrêter là. Bon, la trigonométrie, la partie trigonométrie, elle est très simple. Hein. Vous avez vu bien plus difficile en TD dernièrement. Voilà. Donc, suite au prochain épisode.